SpaceX révèle le nouveau design de son vaisseau spatial. Dans cet épisode, nous discutons des derniers développements de l'actualité spatiale, tels que l'importante refonte du Starship de SpaceX, la disparition potentielle de l'atterrisseur InSight de la NASA en raison d'une énorme tempête de poussière sur Mars, et un lancement en vrille qui catapulte une cargaison de la NASA en orbite. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications si vous aimez notre contenu. Alors que les travaux de fabrication et de modification des véhicules pour le centre d'essai de Starbase se poursuivent, SpaceX itère et améliore rapidement la conception de son Starship et de sa fusée Super Heavy. Les observateurs ont constaté une activité intense près du support de lancement orbital. Une partie importante de ce travail semble avoir consisté en un blindage structurel destiné à empêcher les gaz d'échappement des moteurs de s'échapper par des passages non prévus, tels que les ouvertures situées derrière les bras de retenue du support de lancement. Cependant, la majorité des efforts ont été concentrés sur la construction du Starship et du booster Super Heavy, qui a bien progressé. Par exemple, le réservoir d'oxygène liquide du booster 9 a été terminé, et la section de poussée a été transportée dans la baie, ce qui nous donne une vue claire de l'amélioration des méthodes de construction de SpaceX. Avant d'empiler les pièces du booster, il semble que davantage de composants soient préassemblés, ce qui accélère et simplifie le processus. Les dispositifs d'alimentation hydraulique qui étaient utilisés pour déséquilibrer les moteurs Raptor internes sur les véhicules précédents étaient également absents du booster 9. Selon les interviews du PDG Elon Musk, il était prévu que le Raptor 2 se stabilise à l'aide de l'électricité générée par les batteries alimentant les propulseurs du booster. Il s'agit d'une différence significative qui n'aurait peut-être pas été observée si des tests plus approfondis avaient été effectués. Cela montre que SpaceX apporte des modifications à ses conceptions avant même d'avoir effectué des tests orbitaux significatifs, et que ce processus ne s'arrête pas au booster 9. En fait, c'est du côté des vaisseaux spatiaux que les modifications apportées au prototype ont été les plus nombreuses. Le fait que les portes de la charge utile du S-24 aient été soudées indique que les capacités de charge utile du Starship ne seront probablement pas testées lors du premier essai orbital. Mais le Ship 24 a fait des progrès sur son bouclier thermique. Il est raisonnable de supposer que S-24 n'est pas mis au rebut, mais qu'il est simplement préparé pour un test de vol plus simple, après que le personnel de SpaceX ait été aperçu en train de réparer quelques tuiles. Mais alors, que se passe-t-il avec Ship 26 ? Depuis quelques mois qu'il flotte sur le site de Boca Chica, le dernier prototype de Starship a subi des travaux plutôt étranges. Le mois dernier, nous avons vu des sections construites sans les broches du bouclier thermique, ce qui était assez étrange en soi, mais à peu près au même moment, les observateurs ont vu le cône avant du Ship 26, dont les tuiles du bouclier thermique avaient été retirées. Il semblerait donc que SpaceX ait changé d'avis sur la conception du Ship 26. Au cours de la semaine dernière, de nouvelles vues du Ship 26 n'ont révélé aucun changement par rapport à ce développement. En réalité, un bref coup d'œil à la partie cargo du Ship 26 révèle qu'elle est totalement dépourvue de portes et de système de distribution Starlink. Cela nous donne deux idées sur l'objectif de ce véhicule d'essai spécifique. Tout d'abord, si l'on se réfère aux enregistrements des tests de la FAA pour les super lourds, nous savons que les premiers tests sont susceptibles de considérer le vaisseau et le booster comme consommables. Cela ne signifie pas qu'ils ne tenteront pas d'atterrir, mais simplement qu'ils feront des atterrissages dans l'eau et qu'ils s'attendront probablement à des pertes. Cependant, si tel était le cas, pourquoi le Ship 24, le prototype le plus jetable, reçoit-il encore des volets et un bouclier thermique ? Elon Musk s'est penché sur son projet du Starship et sur la possibilité de l'exporter. L'année dernière, il a mentionné que le vaisseau spatial serait capable de soulever environ 250 tonnes en orbite, s'il utilisait tout le carburant et ne se souciait pas d'un atterrissage en douceur. Les plans du Starship pour un dépôt orbital prévoyaient également une version expansible de Starship, qui resterait en orbite pour aider à ravitailler d'autres vaisseaux. Ces vaisseaux n'auraient pas besoin de volets ou de boucliers thermiques non plus. Et enfin, il y a les plans du Starship lunaire. Les versions destinées à aller sur la Lune pour la mission Artemis 3 de la NASA en 2025. Ces variantes ne sont pas non plus destinées à revenir sur Terre. Avec tout cela à l'esprit, il serait très logique que SpaceX décide de réaménager S-26 pour tester l'une de ces variantes jetables du Starship. Les prototypes seraient sans aucun doute les premiers de leur genre que nous ayons jamais vus. Il s'agirait certainement des premiers prototypes de ce type que nous ayons vus. Et comme les prochains tests orbitaux seront probablement effectués au rythme habituel de SpaceX, il serait judicieux d'avoir quelques versions du Starship prêtes à l'emploi, dès que la FAA leur donnera enfin le feu vert pour le lancement. La perspicacité du Geological Survey Lander de la NASA est peut-être sur le point de s'achever. Les panneaux solaires du véhicule stationnaire risquent d'être recouverts d'une épaisse couche de poussière cramoisie sur Mars en raison d'une tempête de poussière de la taille d'un continent. En novembre 2018, l'atterrisseur InSight s'est posé avec succès sur Mars et a commencé à scanner la planète à la recherche de chaleur et d'activité provenant de dessous. Deux panneaux solaires ronds qui rassemblaient environ 425 Wh par jour pour alimenter tous les appareils électroniques d'InSight, sont utilisés pour alimenter l'ensemble du vaisseau.
Une sonde de flux thermique nommée HP3, qui descend à 5 mètres de la surface pour détecter tout ce qui pourrait indiquer un mouvement et une montée du magma, a été incluse avec l'atterrisseur comme un dispositif de détection sismique baptisé SACE. Un enregistreur de position extrêmement précis conçu pour détecter les irrégularités de l'orbite de Mars pourrait fournir davantage d'informations sur le noyau de la planète. L'atterrisseur a besoin d'environ 300 Wh par jour pour faire fonctionner tous ses équipements et le matériel de communication. Depuis le début de la semaine dernière, la tempête n'a pu générer que 275 Wh. Le personnel de la mission InSight s'est préparé à la conclusion anticipée de la mission, qui était auparavant prévue pour la fin de l'été 2023. InSight ne pouvant pas se déplacer, la poussière martienne allait toujours l'étouffer à un moment ou à un autre. Il est possible qu'InSight survive à cette tempête avec suffisamment d'énergie pour continuer à fonctionner, selon l'équipe du Jet Propulsion Laboratory chargée du projet. Cependant, ils n'ont pas beaucoup d'espoir que le lander survive jusqu'à l'été. Le raisonnement de l'équipe est très clair, le chef de projet Chuck Scott a déclaré « Je m'inquiéterai de la prochaine tempête qui surviendra, mais si nous pouvons survivre à celle-ci, nous pourrons continuer à fonctionner pendant l'hiver. » Si l'équipage a mis le lander hors tension pour traverser cette tempête, il avait auparavant choisi de faire fonctionner le sismomètre aussi longtemps que possible au lieu d'économiser de l'énergie. InSight a fourni une grande quantité de données et a plus que rempli sa mission principale. Par conséquent, la NASA est convaincue que cela marque la fin de la mission pour le moment. Ainsi, une fois la tempête passée, nous devrons simplement attendre de voir si les panneaux solaires intérieurs sont suffisamment propres pour alimenter à nouveau le lander. Dans tous les cas, ce fut une course formidable. L'entreprise spatiale Spin Launch a trouvé un moyen de lancer de minuscules charges utiles en orbite terrestre basse en les propulsant à l'aide d'une catapulte de haute technologie, ce qui semble tout droit sorti d'une histoire de Jules Verne. La charge utile de la NASA destinée à capter des données télémétriques était à bord du 10e vol d'essai suborbital de l'accélérateur Spin Launch, qui s'est achevé avec succès le 5 octobre. La catapulte de lancement grandeur nature projetée, qui sera capable de lancer de minuscules véhicules sans équipage en orbite terrestre basse, est environ 2 fois moins grande que le lanceur d'essai de 50 mètres de haut. L'étude a également montré que la catapulte peut lancer de minuscules satellites en orbite sans nuire à la machinerie, ce qui est une nouvelle fantastique pour la firme. En raison de la simplicité relative du système, les essais ont progressé à une vitesse stupéfiante. Une catapulte nécessite beaucoup moins de nettoyage qu'une fusée chimique. Par rapport aux entreprises de lancement précédentes, ce test, qui est le 10e au cours des 11 derniers mois, a été réalisé assez rapidement, et leur concept a attiré des financements importants. L'entreprise a déclaré juste avant le test qu'elle avait reçu plus de 71 millions de dollars cette année, ce qui porte l'investissement total pour le projet à 150 millions. Et l'on comprend bien pourquoi. L'un des aspects les plus difficiles des voyages spatiaux est la mise en orbite d'une fusée. La propulsion signifie que 90% d'une fusée ne sont souvent que le carburant nécessaire pour traverser notre atmosphère dense, ce qui signifie un carburant coûteux et les risques associés. Toutes les autres industries spatiales développent de nouvelles technologies ou emploient de nouvelles méthodes de construction pour réduire le poids de la fusée et augmenter son efficacité. En lançant simplement la charge utile dans un arc suborbital et en employant qu'un minuscule étage de circularisation une fois que le véhicule a quitté l'atmosphère, la catapulte Spin Launch élimine la majorité de ces problèmes. Le tambour est une centrifugeuse de taille importante placée dans une chambre scellée sous vide. Dans le conteneur scellé, la cargaison est propulsée au bout d'un bras de 33 mètres de long pendant environ 90 minutes, jusqu'à ce qu'elle atteigne 8000 km/h. À ce moment-là, les portes jumelles s'ouvrent et la cargaison est violemment propulsée dans l'air avec une force de plus de 10 000 G. Si ce n'était pas évident, c'est la raison pour laquelle la catapulte spatiale ne peut pas lancer des humains car l'accélération les transformerait en confiture. Avant ce test, de nombreuses personnes pensaient également que l'accélération serait trop forte pour les appareils électroniques sensibles. Les premiers résultats semblent indiquer que la technologie courante des satellites serait capable de résister aux forces en jeu, ce qui est extrêmement encourageant, mais il reste encore des données à trier. Avec une chambre à vide de près de 100 mètres de diamètre, le système de lancement orbital ultime sera la plus grande chambre à vide jamais construite. En soi, il s'agit sans aucun doute d'un problème d'ingénierie important, mais s'ils réussissent, le lancement sous vide serait l'une des alternatives de lancement les plus abordables et les plus écologiques pour les petits satellites. Et vous? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des dernières actualités spatiales.